C'est moi qui ai éteint. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes en avant, avec un E. Vous aurez compris le petit jeu de mots. Et nous voulons, cet après-midi et jusqu'à ce soir, faire un essai de traduction. Nous voulons essayer de traduire l'Avent, qui est un temps effectivement de transmission et de traduction. Dans la démarche chrétienne, c'est la paix de Noël qui veut être transmise à ma famille, à mes proches, au près et au loin. Et ce faisant, elle a besoin justement d'être traduite dans leur réalité. Et c'est précisément le projet qui nous est proposé par ce temps fort, de traduire une arrivée dans notre réalité. Cet après-midi, par cette table ronde, aller à la reconnaissance de l'autre, exilé, réfugié, et puis ce soir, à partir de 18h30, avec le concert « Nous autres » qui nous est proposé par des musiciens exilés, réfugiés. Je me réjouis de passer la parole à Aline qui va nous en dire plus avant d'introduire donc cette table ronde qui est, je le dis tout de suite, suivie d'un temps convivial. Mais Aline en saura davantage. Oui, bonjour à tous et merci pour votre présence. Oui, un temps convivial parce que ce moment déjà repose sur les partenariats que nous avons réussi à mobiliser. Je tiens à remercier tous nos partenaires dont vous trouverez les noms sur les programmes, mais je vais quand même vite les dire. Donc les Maisons de la Sagesse Traduire, Singa, le Foyer Notre-Dame, Stras-Iran, Promo Ukrainia. Et donc je remercie le Temple Neuf de nous accueillir avec l'association à livre ouvert via une Offenesbourg. Au cœur de cette rencontre, le mot traduire, comme Rudy vient de le dire, et la traduction comme savoir-faire avec la différence, le leitmotiv de Barbara Cassin et des Maisons de la Sagesse Traduire. Mais je ne veux pas trop longtemps monopoliser la parole, simplement vous dire qu'effectivement, Humanis aussi, qui est un des importants partenaires de cette journée, nous avons acheté des soupes étoilées. C'est le Temple Neuf qui régale. Et donc, à la fin de la rencontre, vous pourrez déguster les soupes étoilées que par ailleurs Humanis vend sur le marché de Noël de Strasbourg. Et donc, je remercie avant toute chose aussi Valentin Husson, avec qui nous avons lancé ce cycle autour de la reconnaissance. Valentin avec ses invités et les autres intervenants, donc Lynn Le Serre du Foyer Notre-Dame, Dominique Mastelli, psychiatre et conseiller municipal à Strasbourg, Elisabeth Stern, coprésidente de l'association Humanis, et Gaëlle Gibon, qui est étudiante à Strasbourg en master de sociologie des migrations, de l'intervention sociale et des migrations, encore une fois, c'est un peu étrange, mais bon. Donc, je cède la parole avec joie à Valentin Husson et nous sommes très impatients de vous entendre sur ce sujet important. Merci Aline, merci pour ta présentation, merci à tous et à toutes d'être présents pour cette table ronde. Alors comment va-t-elle se dérouler? Je vais commencer par introduire un petit peu philosophiquement la table ronde, en tous les cas revenir sur des distinctions qui sont quelque peu problématiques, notamment les distinctions entre migrants, demandeurs d'asile et réfugiés, et notamment le premier terme de migrant qui est avant tout utilisé à des fins électoralistes et à des fins de, comment dirais-je, d'exaltation des peurs et des craintes des collectifs. Donc je dirais d'abord un mot sur ces termes-là. Et enfin, j'essayerai de distinguer deux formes d'accueil et deux formes d'hospitalité. Premièrement, un accueil et une hospitalité inconditionnelle, et deuxièmement, un accueil et une hospitalité conditionnelle ou conditionnée. La première se rapporte à l'associatif, au travail associatif. La seconde se rapporte aux politiques ou au droit ou au domaine juridique.
Alors, ce que j'aimerais d'abord faire donc en tant que philosophe ou en tant que campant mon rôle de professeur de philosophie, c'est de bien nommer les choses. On connaît tous la phrase de Camus qui est un petit peu éculée, mais tout de même qui dit bien les choses. À mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. C'est qu'au fond, on ne voit jamais les choses ou les êtres que l'on nomme, mais simplement les étiquettes que l'on a collées dessus. Le terme de migrant, et je voudrais commencer par là, ne correspond à aucune catégorie juridique. Ce sont des personnes qui quittent leur pays d'origine afin soit de vivre mieux, c'est dès lors une migration de choix, soit afin de fuir des situations de persécution, c'est dès lors une migration contrainte. Si je dis cela, c'est pour attirer d'emblée l'attention sur le champ lexical qui est employé par nos politiciens. Et je dis politiciens de manière un petit peu péjorative parce qu'un politique, c'est peut-être autre chose que celui qui exalte les peurs et les craintes. Nos politiciens, donc nos communicants, je dis cela un peu sévèrement, choisissent comme toujours des termes flous pour brouiller le débat à des fins électoralistes, c'est-à-dire de captation du ressentiment des populations. On ne fait désormais de politique qu'en exaltant les peurs intestines des collectifs. Car le meilleur moyen de gouverner, on le sait depuis toujours et on le sait depuis les Grecs, c'est tout de même la peur. Et la peur, qu'est-ce qu'elle provoque en nous? Elle provoque des réactions ataviques de repli sur soi-même et de rejet de l'étranger qui est vécu comme une menace ou comme un ennemi. La peur, quoi qu'on en pense, elle unit, elle fédère. L'union sacrée auquel appellent le plus souvent les politiciens, c'est avant tout l'union des craintes. On y reviendra certainement, mais le terme de migrant est avant tout agité comme une sorte d'inquiétante étrangeté qui viendrait faire irruption dans la familiarité de nos quotidiens et qui viendrait le menacer. Alors, pour en revenir à ces distinctions, dans ces migrations, il y a des exilés qui, parce qu'ils ont été forcés de quitter leur pays, demandent l'asile. Les demandeurs d'asile qui accèdent à cette demande seront reconnus comme des réfugiés. Les déboutés du droit d'asile peuvent toujours être régularisés et obtenir un titre de séjour. Le réfugié, lui, relève d'une catégorie juridique qui est celle qui est définie par la Convention de Genève sur les droits des réfugiés de 1951. Je laisserai mes camarades y revenir sur ces questions-là. Ils sont bien plus spécialistes que moi sur celle-ci. Donc le réfugié, au sens de la définition qu'en donne la Convention de Genève, c'est quelqu'un qui craint des persécutions en raison de 5 choses: de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, ou de son groupe social. Donc le réfugié, si vous voulez, il est donc automatiquement protégé par un cadre juridique international qui lui permettra d'être accompagné dans l'accès à l'emploi et au logement, d'avoir des aides sociales, d'être rejoint par sa famille ou d'apprendre le français. Bon, alors je voudrais tout de même analyser très très rapidement, avant de céder la parole à mes camarades, je voudrais tout de même analyser les raisons pour lesquelles les politiciens utilisent le terme de migrant. Et je voudrais tout de même, non pas dire quelque chose de ce qu'on appelle les migrants, en ne disant rien en disant cela, mais de l'effet que ce terme-là a sur l'inconscient et sur le psychisme des individus. Si vous voulez, migrant est précisément utilisé comme une catégorie indéterminée. Ce n'est pas un touriste et ce n'est pas un étudiant Erasmus. Voilà, c'est une catégorie indéterminée. Autrement dit, en tant qu'elle est une catégorie indéterminée, elle fait peur. Toute xénophobie, toute peur de l'étranger vient avant tout de ce que l'on ne peut se représenter. Ce qui fait irruption dans nos représentations et dans nos normes arrêtées, assurées et confortables, inquiète toujours. Quand on a le contrôle, ça va. Quand quelque chose vient, oserais-je dire, menacer notre maîtrise ou menacer la familiarité que nous avons dans notre rapport au monde, il y a toujours quelque chose comme une peur ou comme une angoisse. Donc le migrant, si vous voulez, l'effet qu'a ce terme, c'est toujours du côté d'une inquiétante étrangeté. C'est un terme que je reprends, Dominique Mastelli en parlera peut-être, il connaît ça mieux que moi. C'est inquiétante étrangeté, ça vient traduire l'allemand Unheimlichkeit, unheimlich, ce qui est Heim, c'est la maison, c'est la maison, c'est le foyer. Donc ce qui est unheimlich, c'est ce qui vient, comment dirais-je, faire irruption dans la familiarité, dans le foyer, et qui vient inquiéter, angoisser, etc. Donc, si vous voulez, le terme de migrant, il est précisément pour faire naître en nous ce caractère unheimlich.
ce caractère d'inquiétante étrangeté. On était dans la familiarité, on était avec nos proches, on était avec nos concitoyens, et quelque chose vient interrompre ce cercle normal des choses et vient le déranger. Donc il est unheimlich parce qu'il fait interruption, comme je le disais, dans le Heim, dans la maison, dans le foyer, dans la communauté nationale, donc dans la communauté de ceux qui nous sont les plus proches et qui en cela nous rassurent parce qu'ils nous ressemblent et parce qu'ils nous sont familiers. Au fond, le terme de migrant, il est toujours évoqué pour provoquer l'angoisse des populations. Migrant, ça suggère immédiatement, vous n'êtes plus maître dans votre propre maison. Vous n'êtes plus chez vous. Voilà ce que ça signifie. Cet demandeur d'asile, exilé ou réfugié, immédiatement, ça ne fait pas les mêmes effets. Mais migrant, c'est tout de suite quelque chose d'extrêmement inquiétant. Alors moi, je voudrais tout de même dire quelque chose à ce propos, et la philosophie nous a beaucoup instruits à cet égard. Je pense à Derrida, je pense à Lévinas, qui ont été des grands philosophes du XXe siècle. En philosophie, nous définissons l'hospitalité peut-être comme la capacité de laisser l'autre faire irruption dans son chez-soi. Il n'y a d'hospitalité, d'accueil et d'éthique qu'à la condition de laisser l'autre arriver chez soi. Et peut-être un peu nous troubler, en tous les cas, interrompre le cours normal des choses. Donc si vous voulez accueillir quelqu'un, c'est le laisser faire chez soi comme chez lui. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais enfin l'éthique, elle est plutôt de ce côté-là. Quand on invite quelqu'un à la maison, on dit « fais comme chez toi ». C'est ça l'hospitalité, fais comme chez toi. Bon. Je dirais que cette hospitalité inconditionnelle, c'est précisément la dimension éthique de l'hospitalité. L'hospitalité politique, et là je fais une distinction, elle est du côté du conditionnel et du conditionné. Il y a toujours des conditions qui sont des conditions juridiques. Un cadre international, une convention, que sais-je, mais elle est toujours conditionnée. Autrement dit, elle est sous condition de normes du droit, de normes juridiques. Si quelqu'un vous accueille chez lui en vous disant « fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi », là, on n'est plus dans l'éthique, on est dans la politique. Ce n'est pas un ami qui vous accueille, c'est un politicien. Donc cette phrase-là, elle dit bien quelque chose quand on accueille quelqu'un. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Ça signifie hospitalité conditionnée, ça ne signifie pas hospitalité conditionnelle. Et c'est peut-être cette phrase-là que la politique fait sienne. La formule canonique qui nous fait saigner des oreilles désormais quand on l'entend, mais de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en omettant ce qu'il ajoute par la suite, c'est-à-dire on doit y prendre notre part, dit cela. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est l'hospitalité conditionnée et conditionnelle du politique. Alors j'ajouterai pour finir, et je passe d'emblée, j'ai été déjà trop long, pardon, et je passe d'emblée la parole à mes camarades, je dirais à titre personnel et du point de vue philosophique, je dirais qu'il n'y a pas d'hospitalité politique conditionnée sans une hospitalité inconditionnelle. Il faut partir, autrement dit, de l'idéal pour être réaliste avec justice ou justesse. Rappelez-vous du slogan de mai 68 qui n'était pas mauvais, « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Je crois que finalement, la réelle politique devrait se souvenir des bons mots de cette révolte estudiantine et ouvrière qui pensait peut-être plus aujourd'hui que nos communicants ou nos éditorialistes des plateaux télé. Donc si l'on ne peut accueillir toute la misère du monde, si vous voulez, on ne peut pas non plus renvoyer en Afrique, comme l'a dit un député à l'Assemblée nationale, un bateau avec des exilés. Autrement dit, il faut d'abord les accueillir et décider, et ça c'est aux politiques de décider, au cas par cas, ceux qui pourront rester et ceux qui ne le pourront pas. Mais on doit les accueillir. C'est ça l'hospitalité inconditionnelle. Le moment de l'hospitalité inconditionnelle, c'est qu'on ne renvoie pas un bateau en pleine mer. On accueille ce bateau et après, la politique fait son job, c'est-à-dire décide de ce que l'on peut accueillir et de ce que l'on ne peut, hélas, accueillir. Donc, au fond, dans l'hospitalité inconditionnelle, on reconnaît l'humanité même de celui qui arrive. On lui reconnaît des droits fondamentaux antérieurs aux droits juridiques. Autrement dit, on l'atteste dans sa dignité. On l'atteste dans la dignité humaine. L'hospitalité conditionnée, en revanche, elle reconnaît des droits juridiques d'un individu dans un cadre international précis ou dans une convention précise. Le travail associatif est donc toujours en ce sens du côté de cette hospitalité inconditionnelle d'avant toute hospitalité conditionnée. Elle est l'élément éthique d'avant toute politique et c'est là sa nécessité et c'est là son impériosité. L'un ne va pas sans l'autre.
c'est en ce sens, j'en finis enfin, je suis désolé, c'est en ce sens que je suis ravi de céder la parole aujourd'hui à mes camarades qui sont des acteurs de terrain, membres d'associations d'accueil des réfugiés, sociologues, psychiatres et élus. J'en suis très heureux et j'aimerais d'abord leur poser une question. Voilà, qui veut répondre en premier? Qu'est-ce qu'accueillir et reconnaître pour vous un exilé et quelles sont les démarches ou les accompagnements possibles? Question extrêmement générale. J'en ai d'autres de plus précises après. Je vous cède la parole. Oui, une question très technique, mais à laquelle effectivement je peux répondre aussi en termes techniques en essayant d'être de ne pas trop vous assommer. Donc moi je travaille à l'association Foyer Notre-Dame où effectivement on accueille des demandeurs d'asile et des réfugiés et aussi d'autres publics plutôt jeunes. Je suis juriste, hein, donc je vois ça en termes assez techniques et effectivement on parle de reconnaissance du statut de réfugié dont Valentin indiquait les critères tout à l'heure. Et c'est une reconnaissance effectivement de la qualité de réfugié de la personne. Elle est réfugiée en fait à partir du moment où elle quitte son pays, où elle passe sa frontière et cette procédure administrative pour la reconnaître réfugiée, ça va juste mettre un statut, une étiquette légale sur sa situation, mais qui n'est pas sans intérêt puisque ça va débloquer tout un ensemble de droits. Être réfugié, c'est quand même bien plus intéressant qu'être débouté, le terme a été utilisé tout à l'heure, ou qu'être régularisé, avoir un autre titre de séjour. Parmi les cinq motifs pour lesquels on peut obtenir une protection, la Convention de Genève, en un sens, montre son âge en utilisant des termes comme race, nationalité, mais il y a ce cinquième motif qui est celui du groupe social et qui est éminemment intéressant et qui a permis de faire évoluer le champ des personnes qui rentrent dans la protection de la Convention de Genève, qu'on peut protéger des groupes de personnes auxquels en 1951 on n'aurait peut-être pas pensé. Je pense par exemple aux femmes, aux filles qui ont des craintes spécifiques, qui peuvent craindre des mariages forcés ou précoces, qui peuvent craindre l'excision. Je pense aussi aux personnes LGBTI qu'en 1951, on n'aurait pas imaginé protéger. Maintenant, un petit mot sur le groupe social. Pour qu'une personne soit protégée parce qu'elle appartient à un groupe social, il faut que ce groupe ait des caractéristiques innées, ou une histoire commune, une identité à laquelle on ne peut pas leur demander de renoncer, et que la société environnante du pays d'origine considère effectivement ce groupe comme différent. On peut se dire qu'avec cette définition, les institutions de l'asile en France peuvent, face à une personne, un homosexuel en Afghanistan, je ne prends pas cet exemple tout à fait au hasard, peuvent dire, bah oui, cette personne en Afghanistan va être identifiée, stigmatisée, va craindre des persécutions. En fait, ce n'est pas si facile que ça. Le premier niveau pour faire une demande d'asile, pour obtenir une protection, c'est l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'OFPRA ne peut pas forcément accorder le statut de réfugié à un homosexuel afghan. Il va falloir en fait que ce groupe social ait déjà été validé par la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est en fait le deuxième niveau d'évaluation des demandes d'asile. Et je ne prenais effectivement pas cet exemple au hasard, puisque ce n'est que cette année que la CNDA a reconnu le groupe social des personnes homosexuelles en Afghanistan. Donc avant ça, en fait, objectivement, une personne homosexuelle en Afghanistan, elle faisait partie d'un groupe social identifié comme tel. Elle ne pouvait pas être protégée, en tout cas pas au titre du statut de réfugié. Et donc, il faut que ce groupe social soit reconnu, identifié. Et là, on n'est plus du tout sur une question de reconnaissance individuelle, personnelle. C'est vraiment conditionné par la politique au sens large, par la vision qu'ont les autorités françaises, l'appréciation qu'elles font de la situation dans un pays.
Voilà, c'était quelques éléments un peu plus techniques. Je cède la parole pour peut-être d'autres considérations. Dominique Mastéli. Oui, très volontiers. Bonjour, donc oui, effectivement, je me présente, je suis Dominique Mastéli, je suis médecin psychiatre et je m'occupe plus particulièrement d'urgences médico-psychologiques, c'est-à-dire que j'ai participé dans le cadre avec l'équipe que j'anime, des psychologues, des infirmiers, à l'accueil des populations qui sont venues d'Afghanistan, d'Ukraine, dans le cadre de l'intervention d'urgence. Et au début, je me suis un peu demandé pourquoi j'étais invité et qu'est-ce qu'on pourrait partager, échanger. Et au fur et à mesure que j'y ai réfléchi, et surtout en écoutant Valentin Husson, car je dois dire que le philosophe donne un petit peu à réfléchir et à penser au médecin que je suis, au psychiatre, à la psychanalyste que je suis, mais aussi à l'élu de la République. Et c'est un peu sur ces trois plans que je vais essayer d'éclairer cette question aujourd'hui, parce qu'effectivement, je m'occupe de psychotraumatologie, c'est-à-dire de ce qui impacte l'être humain, et le fait entrevoir ou rencontrer la seule chose à laquelle il ne coupera pas, inévitable, et pourtant qui connaît le moins au monde, c'est la mort. La mort. Je répète à voix haute. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un mot pour dire la mort, mais personne ne sait exactement de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il y a des religions, c'est pour ça qu'il y a des philosophies, c'est pour ça qu'il y a des croyances, des pensées, pour pouvoir essayer de nous faire rendre compte de cette affaire, et à part de franchir une fois le Styx, d'en revenir et de penser qu'on en sait quelque chose, on n'a quand même pas beaucoup d'expérience de cette affaire-là. Et c'est vrai que le traumatisme a quelque chose à voir avec ça, le fait de rencontrer quelque chose qui a à voir avec la vie et la mort, de pouvoir penser qu'à un moment on aurait pu être mort, et finalement qu'on n'en est pas mort. Donc qu'est-ce qu'on est devenu ? On est un survivant. Alors moi je déteste le mot survivant. Parce que survivant, ça voudrait dire qu'on vit, il y a quelque chose d'au-delà, ou de plus, ou de moins. J'aime bien la formule, on est un revenant, un peu pour le Styx. On sait quelque chose d'une expérience au plus près de la vie et de la mort que les autres ne connaissent peut-être pas comme nous. Et ça nous met à un endroit de la vie tout à fait différent. Un endroit où on est encore du souvenir de l'autre côté, où on est encore à vivre l'autre côté. Et en psychanalyse, c'est évident, le symptôme des traumatisés, c'est qu'ils revivent les scènes traumatiques. Ils ne s'en rappellent pas. Ce n'est pas devenu un récit, ce n'est pas symbolisé, c'est une reviviscence. On est de nouveau dedans. C'est ça la différence. Et ça, j'ai pu le rencontrer chez beaucoup de personnes qu'on a accueillies à Strasbourg. Pourquoi ? Parce qu'elles venaient d'endroits où leur parcours même était un parcours potentiellement traumatique, et souvent psychotraumatique, vous le savez bien. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Valentin, il y a des départs dits volontaires. Alors moi je ne sais pas ce que c'est que la volonté, parce que vous savez que nous on complique tout, il y a la conscience et l'inconscience, mais enfin en tous les cas, on pourrait avoir l'idée qu'on veut partir, où on veut bouger, on veut aller. Et puis il y a ce qui pousse quelqu'un à partir de chez soi, de ce qui est Heimlich, de ce qu'il connaît, même si c'est douloureux, mais qui est son pays, sa famille, son endroit. C'est comme la chanson Goldman, là-bas, vous savez, tout est beau, tout est sauvage, libre continent sans grillage. Vous vous rappelez de cette chanson ? Et bien, il y a des gens qui ne partent pas juste parce qu'ils ont une idée que ça pourrait être mieux. Il y a des gens qui bougent parce qu'ils pensent que s'ils restent, ils meurent. Et ça change tout. Parce que du coup, c'est une question de vie ou de mort. C'est donc potentiellement une expérience dont on ne reviendrait pas. Et nous ne recevons, et nous rencontrons, nous les Strasbourgeois, que les personnes qui ont traversé ça et qui sont vivantes. Parce que sur le chemin, il y a plein de morts. Et ceux-là, au mieux on s'en souvient, au mieux on en parle, mais en tous les cas on ne les rencontre jamais. C'est donc bien une expérience, par définition, qui a quelque chose à voir avec le psychotrauma. Le départ, la traversée ou le parcours, et éventuellement l'arrivée. Et c'est là que le mot reconnaissance va bien nous aider, parce qu'il y a, dans ce qu'a déplié Valentin autour de la question de l'accueil, je vais y répondre depuis les 3 endroits où je suis. Allez, en bon mégalomane, égocentrique, je ne vais pas faire semblant, je vais vous parler de moi. On fait tout ça, on ne va pas faire semblant. Parce que l'accueil, elle peut être diffractée en 3, à mon avis. 3 temps, 3 positions. La première, c'est effectivement l'hospitalité inconditionnelle. C'est celle de l'être humain qui rencontre un autre être humain, un autre corps, qui pourrait être mort ou vivant et dont il ne veut pas qu'il meure. C'est le bateau qui traverse et à qui personne ne dit « Écoute, arrête-toi à mi-chemin ou va faire demi-tour là ». Un être humain arrive sur une plage, il vit ou il meurt. C'est le quotidien de nos confrères qui travaillent à Mayotte, qui nous racontent tous les jours ce qui se passe.
Et là, à ce moment-là, c'est l'homme qui rencontre l'homme, le corps qui rencontre le corps. Et j'ai envie de dire, en ce qui m'a concerné et ce qui a concerné notre équipe, le médecin qui rencontre quelqu'un qui a besoin de vivre ou de mourir. Et c'est ça, le premier accueil, la première hospitalité qui est totalement inconditionnelle. Il n'y a pas de condition pour sauver la vie de quelqu'un. Et nous, les médecins, avons même d'ailleurs juré devant Hippocrate, et plus tard devant nos maîtres, que même si celui qui arrive en face de nous n'a pas nos opinions, voire même des opinions contraires, on le soignera quand même. On apportera au dernier des nazis assistance et massage cardiaque, comme on le fait à notre frère. Parce que c'est notre frère humain qu'on masse à ce moment-là. Je ne sais pas si le propos, même s'il est un peu direct, vous touche. Celui-là est inconditionnel. Et après que le corps soit vivant, on rencontre quelqu'un qui pense, qui parle, avec qui on va échanger ou pas quelque chose. Et ça, c'est le temps de la rencontre. Et pour ça, il faut disposer d'un langage. Sauver une vie se fait sans parole. Aucune. Un corps, moi j'appuie sur un thorax, on expulse du sang des ventricules et le type ne meurt pas. Le deuxième temps, celui de la rencontre, nécessite quelque chose qui nous triangule, c'est-à-dire un langage. Pas forcément la même langue, mais un langage. On peut se raconter qui on est. Pas ce qu'on est, juste un corps, qui on est, notre parcours, notre histoire. Il nous faut des interprètes. Il faut que Migration Santé fasse son travail. Il faut qu'une association, d'abord, ait pourvu aux premiers besoins. Moi, quand on reçoit des populations, le premier besoin n'est pas psychologique. Les Afghans qui reviennent, qui avaient sauté à Kaboul le long du fossé pour arriver à l'avion et monter dans l'avion, leur premier besoin, c'est de manger, c'est de dormir, c'est d'avoir des nouvelles de leurs proches. Ce n'est pas forcément de parler ou d'être entendu. Mais une fois que ces premiers besoins primaires, le corps aura trouvé son apaisement, la rencontre sera peut-être possible. Et peut-être qu'on va pouvoir se dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ça, c'est le psychologue, le psychanalyste, le psychiatre. Peut-être le philosophe. Peut-être. Et ça, c'est une rencontre qui, comme l'a dit Valentin, est conditionnée au langage. Il faut qu'on ait déjà un truc en commun pour pouvoir échanger quelque chose. Il y a déjà une condition, qui est la condition langagière. Et après, le troisième temps, c'est le temps de l'accueil que Valentin a dit accueil politique, c'est-à-dire celui de la personne qui est vivante, qui parle, qui dit qu'elle veut rester ou qu'elle veut partir, qu'elle veut passer, retourner, qui a besoin d'hébergement, d'inscription, de social. Eh bien, c'est l'inscription de cette personne qui dit « moi, je vais rester à Strasbourg, je vais rester en France, je vais devenir citoyen. Je vais vouloir être des vôtres. » Et qu'un jour, on dise tu es des nôtres, nous sommes ensemble, on vit ensemble, on partage, on travaille, on a des enfants. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, là, il y a quelques millions d'années, il n'y avait personne. Personne, des animaux. Puis, il y a eu quelques personnes, puis un peu plus. Nous sommes tous migrants. Nous avons tous déplacé quelque chose pour être là, ici et maintenant. Mes grands-parents sont venus de l'autre bout de l'Europe, pas si loin, les 4, pour faire de moi aujourd'hui le citoyen de la République que je suis. Le troisième temps, l'accueil social, effectivement, c'est un temps politique. Et ce temps politique, contrairement à ce que disait Valentin, il est tout à fait conditionné. Vous voyez, inconditionnel, la condition du langage, et des conditions claires. L'accueil sur le sol de la République se fait selon les lois de la République. Pour celui qui vient et pour celui qui accueille. Alors ça paraît très théorique, mais en même temps c'est très pratique. Vous avez lu les DNA ce matin ou hier? Non? Le camp de Place de l'Étoile, des personnes sont venues, se sont installées, ont posé des tentes. L'accueil a été inconditionnel. L'être humain est venu et s'est posé. La rencontre a été possible. On veut rester, on veut partir, on veut un logement, on souhaiterait ceci, on a des besoins primaires qui sont recouverts, on souhaite avoir des papiers, on souhaite s'inscrire, etc. La question devient politique. À partir du moment où elle est politique, elle est conditionnée. Et vous voyez que les lois de la République s'en emparent, puisque le préfet dit, écoutez, moi, c'est le sol de la République, sur le sol de la République, je fais faire appliquer la loi de la République. La mairie, qui possède le terrain de Place de l'Étoile, dit, oui, mais nous, on ne fout pas dehors des gens qui sont posés chez nous. Vous voyez le truc? Et donc, un conflit qui va être tranché par le tribunal administratif hier, puisqu'il y a le juge des référés, dit, la préfecture n'a rien à voir de cette histoire-là, c'est à la ville de Strasbourg qui possède le terrain de devoir faire appliquer la loi de la République, c'est-à-dire non seulement d'accueillir, d'héberger, de proposer quelque chose, mais d'aller jusqu'au bout de sa logique, de faire en sorte... Parce que vous savez comment a été qualifié l'accueil de Place de l'Étoile?
insalubre, indigne, inhumain. Ce n'est pas mes mots, hein, moi je ne dis pas ça, sinon je me fais insulter au conseil municipal, vous savez bien. C'est le juge des référés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville de Strasbourg doit fabriquer une solution et un hébergement digne de l'être humain qu'elle reçoit. Et ça, c'est aux conditions de la République. Pour pouvoir faire de ces frères humains des êtres de langage, et demain, pour ceux qui le souhaitent, des citoyens de la République. Et vous voyez comme les trois temps convoquent, je vais y venir, le sujet d'aujourd'hui, la question de la reconnaissance. Parce qu'en bon lacanien, je vais vous inviter à entendre reconnaissance en trois entités. La naissance, celle qui concerne la vie et la mort, hein, le Styx ou pas le Styx. La connaissance, c'est-à-dire le fait qu'on est deux dans cette affaire, la triangulation via le langage. Et enfin, la reconnaissance, qui est celle d'inscrire symboliquement dans les lois de la République quelqu'un qui devient citoyen. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous a... Pardonnez-moi de ce long propos, mais il est nécessaire de déployer ces trois temps, ces trois fonctions, pour pouvoir arriver à essayer d'avancer qu'une reconnaissance nécessite ces trois éléments pour, je l'espère, éclairer un peu notre propos aujourd'hui. Merci à vous. Merci Dominique Mastelli. Alors, est-ce que Elisabeth Stern, est-ce que tu voudrais intervenir sur la question que j'avais posée sur les démarches et les accompagnements possibles du point de vue associatif dans l'accueil des réfugiés et des exilés, ce qui me permettra tout à l'heure de poser une question plus précise à Gaël Gibon sur la manière dont la sociologie nous permet de comprendre le parcours de ces réfugiés et la reconnaissance de ceux-ci. En fait, je pense que Lynn serait plus apte à parler de tout ce qui est administratif, enfin, questions administratives. Sur la question de l'association Humanis, alors, voilà. Sur Humanis. Humanis, qu'est-ce que fait Humanis pour Humanis donc, est un collectif d'associations de solidarité internationale et nationale et également un chantier d'insertion. Donc, dans ce cadre, elle accueille des personnes donc réfugiées, donc qui ont le droit de travailler, parce qu'effectivement, il faut dire aussi que du moment que la personne a le statut de réfugié, elle a le droit de travailler. Tant qu'elle n'a pas ce statut, elle peut travailler pendant 6 mois, mais c'est tant qu'il n'y a pas ce statut-là, elle ne peut pas travailler. Donc, elle accueille donc les réfugiés en leur proposant des contrats d'insertion. Elle leur permet éventuellement de se former à un métier ou de se performer au métier qu'ils connaissent déjà. Et puis aussi leur donne un statut social du fait de leur travail, du fait de la formation. Et aussi le fait de rencontrer d'autres personnes et surtout aussi de travailler pour des personnes et d'agir pour des personnes qui ont encore plus, des fois, des problèmes que eux. Et c'est aussi un sentiment de reconnaissance qu'ils ont, c'est de pouvoir eux aussi aider alors qu'eux-mêmes ont souvent besoin d'aide. Donc, de par les associations, je suis moi-même présidente d'une association, la Calebasse de Taureau. Donc, nous aussi, on accueille donc des réfugiés ou demandeurs d'asile. Là, nous, on ne fait pas de distinction de statut ou non. Pour des missions qui nous aident dans nos activités. Et effectivement, ça aussi, c'est toujours la possibilité d'aider des gens. La possibilité d'aider des gens qui ont encore plus besoin d'eux et d'avoir un lien social et puis une mixité avec toutes les personnes qu'elles peuvent côtoyer. Alors, une question plus spécifique pour Gaël Gibon. Qui fait un Master 2 dont elle va vous parler sur la question de l'accueil des réfugiés afghans dans l'Eurométropole. Alors, premièrement, sur quoi porter ton travail? Deuxièmement, la sociologie, comment la sociologie nous permet de mieux comprendre le parcours de ces réfugiés?
Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Concernant mon travail, donc j'ai effectué un mémoire sur le parcours de vie des Afghans en France en faisant de l'ethnosociologie au sein d'un collectif de solidarité et de soutien au peuple afghan qui s'est mis en place en août 2021 après l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. Donc pour recontextualiser très brièvement, le gouvernement français donc, a mis en place cette opération militaire à Pagan pour exfiltrer des Afghans qui travaillaient pour le gouvernement français ou qui sont des défenseurs des droits des artistes, des journalistes, des militants menacés en raison de leur engagement. Et à peu près 150 personnes afghanes sont arrivées à Strasbourg à travers cette opération. Ils ont tout d'abord été accueillis dans l'hôtel Mercure. Et en fait, au sein de cet hôtel, il y avait également des interprètes afghans qui sont arrivés dans les années 80 à Strasbourg, qui sont membres d'une association appelée l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg. Et donc c'est... En fait, cette association, depuis une vingtaine d'années, apporte de l'aide aux Afghans qui arrivent sur le territoire français. Et donc, face à tous ces Afghans qui étaient dans l'hôtel Mercure, ils ont décidé de demander de l'aide à d'autres associations strasbourgeoises, ce qui a mené donc à la création de ce collectif, donc composé d'acteurs de la société civile et de diverses associations strasbourgeoises pour aider ces Afghans. Donc j'ai été à peu près pendant presque un an membre de ce collectif, j'ai participé à leurs activités, j'ai également donné des cours de français aussi aux Afghans qui sont arrivés l'année dernière et en effectuant de l'observation donc participante active et des entretiens avec eux, notamment sur leur parcours de vie. C'était des entretiens sous forme de récits de vie. J'avais l'objectif en fait de voir quels étaient les effets de ce collectif, donc comment la société civile, quels sont les effets lorsque la société civile se mobilise pour fournir un premier accueil à ces personnes en fait, donc, et surtout quels impacts ça peut avoir sur leur parcours de vie. Voilà. Très bien. Lynn, est-ce que tu voulais préciser l'accompagnement juridique concernant les réfugiés, notamment ceux dont parlait Gaël, qui sont arrivés au Mercure à Strasbourg et que Dominique a pu rencontrer? Si vous pouviez parler un petit peu d'ailleurs de ça, puisque vous avez été tous acteurs de terrain sur ces réfugiés qui sont arrivés à l'hôpital Mercure, ce serait tout de même très intéressant pour nous. Ben oui, volontiers. Effectivement, nous, l'association Foyer Notre-Dame, on était gestionnaire de cet accueil sur l'hôtel Mercure et on est même allé les chercher à Roissy. Donc c'est 104 personnes en fait qui ont été accueillies. Un peu plus était attendu et puis voilà, ça a été réduit. Et en fait, ces Afghans qui ont été accueillis dans ce cadre, qui ont été exfiltrés, pour ainsi dire, à l'échelle française, ils étaient 2600. Ce qui est très en deçà des besoins des personnes en besoin de protection en Afghanistan. Nous, en amont en fait, de cette évacuation, accueillant déjà des familles afghanes qui étaient très inquiètes pour leurs proches restés sur place, on avait déjà soumis des demandes d'évacuation, puisque le ministère des Affaires étrangères a une ligne dédiée à ce genre de questions. Je pense qu'on a soumis plus de 700 situations individuelles et qui n'ont abouti à aucune évacuation. Donc ça, à notre échelle, en fait, ça illustre aussi que les évacuations réalisées étaient bien en deçà des besoins. Et finalement, les ressortissants afghans qui sont arrivés en France par le biais de cette opération à Pagan, eux ont suivi une procédure de demande d'asile classique, un peu accélérée, on peut le dire maintenant, puisque je pense que toutes les personnes ont obtenu une réponse et ont très largement obtenu le statut de réfugié, même si dans l'absolu, ils peuvent aussi relever de la protection subsidiaire, l'autre type de protection.
Une autre crise récente, là on parlait des Afghans, mais on peut aussi parler de l'accueil des déplacés ukrainiens. Je disais que les Afghans avaient suivi le parcours tout à fait classique de demande d'asile. Et en fait, les ressortissants ukrainiens, eux, ils sont concernés par une toute autre protection qui ne va pas passer par une évaluation aussi poussée de leurs craintes en cas de retour, de ce qu'ils ont vécu en Ukraine, d'où ils viennent en Ukraine, mais qui va être une protection a priori. Ils sont ukrainiens, ils résidaient en Ukraine avant le 24 février, la date du début du conflit, et donc ils sont éligibles à la protection temporaire. C'est aussi intéressant de voir pourquoi on choisit une protection et pas l'autre. Alors je dis on choisit, hein, ce n'est pas une décision française, c'est une décision européenne. La protection temporaire, elle découle d'un texte européen, une directive qui date de 2001, qui avait été prise en réponse au conflit de l'ex-Yougoslavie, qui avait amené beaucoup, en tout cas à l'époque on pensait que c'était beaucoup, de réfugiés en Europe. Depuis 2001, on ne l'a jamais appliqué. Pourtant, on l'a entendu en 2015-2016 qu'il y avait des flux migratoires très importants, une crise migratoire. On aurait pu se dire on l'applique pour les Afghans qui fuient un pays où le régime est irrespectueux des droits les plus basiques. Voilà, en tout cas, ça a été appliqué pour les Ukrainiens, donc une protection immédiate, avec aussi des droits attachés immédiatement, le droit au travail, hébergement immédiat, accès à la santé immédiatement, puisque les demandeurs d'asile, par exemple, vont avoir un délai de carence de 3 mois avant d'accéder à l'assurance maladie, alors que c'est quand même des personnes qui fuient des persécutions, donc on peut imaginer que dans leur pays d'origine, il y a eu des violences, et on connaît aussi les conditions du trajet migratoire. Voilà, quelques mots, j'ai un peu plus que quelques mots sur l'accueil. Oui, effectivement, c'est une expérience un peu commune pour beaucoup d'entre nous, cet accueil à l'hôtel Mercure. Vous l'avez bien dit, les Afghans, les Ukrainiens, vous voyez comment on ne peut pas s'empêcher de faire des sous-groupes. Et l'État, quand il organise un accueil, fabrique ce sous-groupe. Et je pense d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Valentin tout à l'heure, à des visées tout à fait anxiolytiques, pour le coup. Parce que ça identifie, ça nomme un groupe, une situation, un moment, hein, c'est maintenant et ça ne durera pas 107 ans, c'est au Mercure, c'est à un endroit et c'est pas partout dans la cité. Et je pense qu'il y a deux faces à ce que tu dénonçais tout à l'heure, Valentin, de cette stigmatisation. C'est qu'en même temps, certes, c'est réducteur, mais en même temps, ça anxiolise et ça permet de dire « Ah bah oui, on accueille des populations afghanes ». Ça s'est bien passé, mais il y a eu des moyens sanitaires rapidement déployés, des moyens sociaux, et vous l'avez dit, ça a été plus vite que pour d'autres. Il y a eu une espèce d'effet coupe-fil, parce qu'il y a eu des bus qui sont arrivés au même endroit, au même moment, qu'il fallait vider l'hôtel Mercure au bout d'un certain délai, donc il y avait une espèce d'injonction. Et là, pour le coup, les services de l'État, qui va du ministère des Affaires étrangères à Kaboul, le ministère de l'Intérieur, l'accueil, la préfecture, le territoire qui propose une réquisition ou un hôtel et l'hébergement, tout ça s'est mis, vous voyez, en branle de façon efficace, fluide, et apporter individuellement à chacun une solution assez facile. On a fait pareil pour les Ukrainiens. Pour la population déplacée ukrainienne, il y a eu une loi, une règle qui a été différente de tous les autres. Il y a eu rapidement la possibilité de travailler parce qu'il y a une décision européenne. Et là aussi, vous voyez, on a inventé. Ce qui montre bien que cette histoire d'hospitalité qui est inconditionnelle, elle n'a pas besoin d'autres règles. Mais par contre, dès qu'on va plus loin, eh bien, il faut un outil, une réglementation qui s'invente à chaque fois. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a parlé de 51, 2001, on va parler... Une société s'enrichit parce qu'elle change aussi sa loi, ses moments, ses façons de faire. À la fois, elle invente quelque chose de plus et de mieux pour la fois d'après, et en même temps, tu l'as dit, il va y avoir des moments et des crises où ça va se refermer, où on va avoir peur, il va y avoir le Covid, il va y avoir un virus qui peut passer les frontières n'importe quand, il faut tout verrouiller. Vous vous rappelez, la première décision qui avait été prise, c'était de verrouiller les frontières, le réflexe, il faut que personne rentre, personne sort. Ça nous rappelle ce que c'est que l'être humain et son rapport à un territoire et à celui qui vient ou qui ne vient pas. Moi, je trouve que
Ces deux crises, ces deux mouvements de population nous ont appris quelque chose de notre société qui pouvait à la fois être résiliente pour les personnes accueillies, mais pour nous aussi, on peut changer, s'adapter, se transformer. Et puis on peut aussi être pris par l'angoisse, la peur, parce qu'on n'a pas de représentation, on ne peut pas nommer, on a un flou, on dit migrants, on dit des gens. Vous savez qu'il y a eu des crises pendant l'accueil des populations déplacées d'Ukraine, parce que beaucoup étaient déplacés d'Ukraine et ukrainiennes, c'était l'ultra-majorité, et beaucoup étaient déplacés d'Ukraine et non ukrainiennes. Il y avait donc des personnes qui relevaient du dispositif européen et qui pouvaient bosser le lendemain, vous vous rappelez, hein? Et puis d'autres gens à qui on disait « Attendez, vous êtes stop, vous êtes géorgien. Et vous étiez d'ailleurs vous-même déjà accueilli en Ukraine, parce qu'il y avait eu la guerre ou au Kazakhstan ou en Tchétchénie avant. Vous étiez déjà réfugiés. Et pour nous, ce sont des populations qui ont donc déjà vécu une guerre, un traumatisme, un déplacement. Et ça a été physiquement, je peux vous donner un peu cet élément presque clinique, ça a été les premières personnes arrivées à Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà sur le qui-vive en Ukraine. Ils étaient déjà réfugiés, rapatriés de guerre, comme les Alsaciens étaient dans le Périgord. Si l'invasion avait continué jusqu'au Périgord, ils seraient les premiers à être partis en Espagne. Les gens étaient sur le qui-vive, on appelle ça en hypervigilance en psy. Ils étaient prêts à partir s'il y avait un nouveau danger. Il y a eu un nouveau danger. Et comme par hasard, avec un agresseur qui avait quelque chose à voir avec celui qui avait, comme il dit, des exactions ou, en Tchétchénie ou en Géorgie ou dans d'autres pays avant, ou en Ossétie, ils revoient débarquer l'armée rouge et ils arrivent à Strasbourg les premiers. Les premiers que nous avons reçus étaient essentiellement des populations de ces bassins-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hyper vigilants. Et alors je ne lève pas un secret, mais il y a une personne dont j'ai entendu parler il y a peu de temps, qui au moment de cette crise, alors qu'elle avait été réfugiée en 40, qui était venue se protéger à Strasbourg pour échapper à l'Allemagne nazie et à l'extermination, a été la première, quand elle a entendu parler de ça, à prendre un billet d'avion pour New York et à rejoindre sa fille qui était partie en Amérique, 50 ans après, 70 ans après. Vous voyez que la pensée de l'être humain ne connaît pas Cronos, le temps, le père de Zeus. 70 ans, 50 ans, ce qui est inscrit à ce moment-là de ce souvenir, etc., ne s'efface pas. Et c'est ça le psychotraumatisme, pour revenir un peu à ce que... c'est quelque chose qui ne connaît pas l'histoire, qui ne s'inscrit pas et qui peut être réactivé comme ça. On y est de nouveau parce que quelque chose nous y ramène par un nouvel événement, même s'il n'a pas grand-chose à voir apparemment. Ça me fait une formidable transition, Dominique, ce que tu viens de dire, puisque je voulais demander à Gaëlle Gibon ce qui était ressorti des entretiens qu'elle avait pu faire avec les personnes qui avaient été accueillies, notamment à l'hôtel Mercure, notamment ce qui a pu ressortir de cette histoire, hein, qui est la leur. Oui, alors pour commencer, j'aimerais tout d'abord revenir aussi sur la notion de réfugié. Donc on l'a vu, hein, c'est une construction à travers les politiques, c'est une catégorie juridique en fait. Être réfugié, c'est en fait, à l'origine, c'est être dans cette catégorie juridique. Et donc ça veut dire que les personnes qui se voient refuser le statut de réfugié, finalement, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que dans le sens commun aujourd'hui, il y a une différence entre lorsqu'on parle d'un réfugié, entre les réfugiés donc politiques, ceux qui ont reçu l'asile, et ceux qui n'ont pas de statut de réfugié, mais qu'on considère quand même comme des réfugiés, mais qu'on voit comme des réfugiés clandestins. Et en fait, en intégrant le collectif, comme ce sont nécessairement... En fait, c'était un collectif qui s'est mis en place pour aider les Afghans qui sont arrivés depuis août 2021. Mais en fait, c'est majoritairement des Afghans qui sont arrivés donc, par cette opération, qui ont été régularisés très vite sur le territoire, qui ont eu accès à ce collectif. Donc la première chose que je me suis demandé, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas à nouveau un tri ? Et donc, effectivement, ils avaient plus facilement accès aux réunions, ils participaient aux réunions, ils ont pu exposer par exemple les œuvres d'art qu'ils avaient faites en Afghanistan, ils ont créé beaucoup d'événements culturels avec le collectif, ils avaient aussi une écoute très, très spécialisée des membres du collectif, mais ce n'est pas pour autant que le collectif est quand même intervenu par exemple pour héberger des familles afghanes qui arrivaient par exemple encore il y a 6 mois. Et donc en fait, voilà, ces premiers résultats, c'est qu'il y a pas à nouveau ce tri-là, même s'ils ont accès plus facilement au collectif, mais il y a eu un tri quand même de la part des membres de l'association afghane
Mais en fait, ça, c'est en analysant le parcours de vie de ces membres de l'association afghane qui sont arrivés dans les années 80, j'ai réalisé que c'était justement parce qu'ils s'identifiaient à eux. Et comme ils arrivaient à s'identifier plus facilement à eux, c'est pour ça qu'ils préféraient que ce soit eux qui participent à ce collectif. Et pour ça, tout simplement pour illustrer, je vais vous lire un extrait d'entretien effectué avec un Afghan qui est arrivé dans les années 80 en France. Donc, c'est les Français qui les ont ramenés parce qu'ils ont dit que lui, c'est un artiste, etc. Donc, on essaye d'encourager les nouveaux arrivants. Ce sont de nouveaux talents. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Tu vois, ces gens-là qui sont arrivés, c'est des acteurs, des artistes. Et il faut, c'est-à-dire avec le collectif, avec l'association, il faut les aider. Ils peuvent être utilisés à long terme. Ils ont déjà fait un minimum d'expositions, des tableaux, des choses. Donc là, on commence parce que c'est des actifs, donc c'est quelque chose, c'est des artistes, donc c'est quelque chose de très positif et c'est essentiel que ça continue. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ces premiers résultats. Et ensuite, donc j'ai eu quelque chose d'autre qui est ressorti de mes entretiens, c'est que pour tous mes enquêtés, que ce soit ceux qui sont arrivés avant 2021 ou ceux arrivés en 2021, toute personne qui arrive en fait a l'impression de recommencer à zéro. Par exemple, une Afghane m'a dit « I'm like a new bird in France ». Et donc voilà, il y avait ce résultat-là. Et ensuite, pour revenir aussi à l'association afghane, j'ai pu voir qu'il y a des liens électifs qui se sont créés entre les Afghans arrivés dans les années 80 et les nouveaux. Et donc, ces liens électifs, ça débouche en fait à une abolition des hiérarchies et des différences, et ça crée une solidarité intergénérationnelle. Et donc, pour revenir justement à la reconnaissance, pour moi, c'était une certaine forme de reconnaissance sociale, c'est-à-dire que même si on a le statut de réfugié, en fait, on est reconnu au niveau juridique en tant que réfugié, mais ça ne veut pas dire qu'on reconnaît toute notre identité, toute la personne qu'on était avant de partir. Et c'est pour ça que le collectif a aussi permis à ces personnes-là de retrouver cette identité qu'ils ont perdue en arrivant ici. Et donc, par exemple, je vais vous donner un premier extrait d'entretien d'un Afghan qui était réalisateur, acteur et directeur de deux formations artistiques à Kaboul. Donc, il me dit, en Afghanistan, on dit que bon, pour pas mal de gens, c'est la guerre, c'est les talibans, c'est la ruine, mais il y a 40 millions d'habitants là-bas, et parmi ces 40 millions, j'étais quelqu'un, j'étais un acteur, j'étais un cinématographe, et les gens, j'étais là, et en France, je suis juste un réfugié, c'est tout. Voilà. Et ensuite, donc, moi, j'avais envie... En fait, comme le collectif était là pour les aider, donc aussi administrativement parlant, je ne comprenais pas, en fait, vu que pour eux, les choses étaient plutôt facilitées, pourquoi ils tenaient tant à participer à ce collectif. Et c'est justement pour cette reconnaissance sociale qu'ils ont participé au collectif. Donc là, je vais citer une autre de mes enquêtées, qui était traductrice, actrice. De toute façon, je suis quelqu'un, je suis une femme sociale. J'ai vécu dans la société avec des gens, et même en Afghanistan, j'ai participé à pas mal de réunions. J'étais organisatrice de ces réunions, tout ça. Alors en France, d'un coup, lorsque j'ai participé au collectif, c'était quelque chose de bien pour moi, je me sentais mieux. Voilà. Alors, donc, ce qui est ressorti de tes entretiens, Gaël Gibon, c'est tout de même la question de la reconnaissance. C'est donc toujours la question de la reconnaissance d'une identité ou d'une singularité. C'est toujours la question de la reconnaissance d'une place irremplaçable ou une position irremplaçable dans un champ social. On a là une actrice, on a là des artistes, on a peut-être aussi des professeurs ou, que sais-je, des artisans qui viennent être reconnus dans leur singularité. Alors, question extrêmement générale, parce que ça me tient à cœur, cette définition-là ou cette compréhension-là.
Voilà. Est-ce que reconnaître quelqu'un, avant toute reconnaissance juridique et politique, n'est-ce pas reconnaître avant tout, dans la rencontre qu'on fait de lui, sa singularité, son irremplaçabilité? Je ne sais pas, Elisabeth, si tu veux intervenir sur cette question. Oui, effectivement, c'est d'abord reconnaître la personne en tant que telle, sans se soucier ni de son origine, ni de son statut. C'est de la reconnaître de ce qu'elle est, de ce qu'elle était dans son pays, et d'admettre que voilà, elle peut nous apporter quelque chose. Effectivement, ces personnes ont tout perdu ici. Et elles ont perdu. Les codes ne sont pas forcément les mêmes dans notre pays que chez eux. La façon de vivre, il faut qu'ils réapprennent tout, il faut qu'ils réapprennent un métier parce que ce qu'ils ont appris là-bas n'est pas forcément reconnu ici. Donc c'est ça qu'elle souhaite aussi, c'est qu'on reconnaisse ce qu'elles étaient, qu'on reconnaisse ce qu'elles savent faire et qu'on reconnaisse qu'elles avaient une vie là-bas, elles étaient quelqu'un là-bas, elles avaient une famille, elles avaient des amis. Ici, voilà, elles ont tout perdu. La famille, c'est des nouvelles quand il y a du réseau. Il y a des personnes qu'elles quittent, des personnes qui meurent là-bas, elles ne sont pas là pour les accompagner. Et ça a besoin d'être reconnu aussi, les reconnaître en tant que personne. Oui, une question peut-être. Je vois quelqu'un qui se lève là. Merci. Richard Sanchot. Ce qu'a dit Gaël, je voulais juste l'éclairer, ce qu'a dit Gaël. C'est-à-dire pour avoir accompagné notamment des mineurs étrangers isolés à partir des années 90, afghans, et pour avoir beaucoup travaillé avec mon ami Zahir à l'association culturelle des Afghans, ce qu'ont découvert les Afghans et toutes ces personnes réfugiées ont mis des fois des mois à arriver en France. Des mois. Je ne sais pas ce qu'a vu le docteur Mastelli, mais vous vous rendez compte, passer en un coup d'avion, ça devait être sidérant. Moi, je les ai rencontrés, hein, j'étais au collectif au départ, c'était sidérant. Ce que vous dites, Gaël, c'est qu'en fait, des Afghans qui sont ici et qui en ont chié, excusez-moi, pour y arriver, mais vraiment, il y en a même qui ne sont jamais arrivés, ils ont tout à coup découvert un groupe, parce que vous avez parlé de groupe, qui était quand même un groupe déterminé. Ce n'est pas n'importe quels Afghans qui sont arrivés en France. Hein, c'est tout le milieu intellectuel, des artistes. Ce n'est pas n'importe quels Ukrainiens qui sont arrivés en France. C'est des femmes relativement jeunes, diplômées, avec des enfants. Bien. Donc vous voyez, on a le groupe de départ et le groupe d'arrivée. Alors pour les Ukrainiens, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas assez de recul, encore qu'ils sont assez bien implantés partout en Europe, les Ukrainiens, notamment en Espagne, au Portugal, ils sont vraiment des centaines de milliers. Mais en France, les Afghans vivant en France depuis 30 ans, ils se sont sentis, mais reconsidérés, parce que tout à coup, on a découvert que la culture afghane était d'une puissance extrême depuis des millénaires, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire qu'à travers, c'est pour reprendre ce qu'a dit le docteur Mastelli, c'est qu'à travers cette forme, je dirais, d'arriver en France, on est au cœur de la richesse universelle. Et juste un dernier point quand même, en chiffres, pour qu'on soit bien au clair. On sait qu'en 2021, il y a eu à peu près 260 000 immigrés qui sont arrivés en France. À peu près 260 000. Sur ces 260 000, il y a eu à peu près 120 000 demandeurs d'asile. Bon, il y a eu 50 000 à peu près qui ont eu le statut de personnes réfugiées. Ça, c'est de tête que je le dis. Mais si on revient, si vous voulez, aux immigrés qui ne demandent pas le statut de réfugié parce qu'ils ne peuvent pas le demander, on a tous ceux qui traversent la Méditerranée, notamment d'Afrique subsaharienne, du Maroc, l'Algérie, c'est incroyable, on ne le dit pas, hein,
on ne le dit pas le nombre d'Algériens qui arrivent en France. Donc si vous voulez, après, dans tout cela, ça vous donne, en termes d'immigrés, deux types de populations, ceux qui ont accès à la protection et ceux qui sont, la plupart qui étaient d'ailleurs place de l'Étoile, n'ont pas accès à la demande d'asile parce qu'ils viennent d'un pays sûr. Donc les pays sûrs, bon ça vous le savez très bien, si on vient d'un pays sûr, voilà. Et ça je trouve que ça nous, en quelques années, moi je vous dis, parce que ça fait 30 ans que je suis, ou plus sur ces cas, on a eu un bouleversement total. Et on peut comprendre, si vous voulez, que le citoyen lambda, il a un petit peu de mal à s'en sortir, quoi. Parce que même les professionnels, on vit aujourd'hui des situations qu'on n'avait jamais vécues, voyez. Donc un temps comme cet après-midi, qui est un peu miraculeux en plein milieu de la capitale de Noël, je trouve que c'est très important, quoi. Il faut vraiment... voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être là cet après-midi. Pour une fois, on a préféré les exilés aux touristes. Oui, alors miraculé, oui, je ne sais pas si c'est un temps miraculeux, mais... Gaël, est-ce que tu veux réagir à ce que monsieur disait par rapport à ton travail et aux entretiens que tu as pu faire avec une population déterminée d'Afghans? Est-ce que, Dominique, tu veux... Je vous en prie. Moi, évidemment, je ne peux que réagir à ce que vous dites, parce que, évidemment, on est touché par cette mutation de ces dernières années. Hein. Nous qui avons déjà un peu de recul, on peut voir comme les choses ont bougé. Et je voudrais dire à Aline qu'elle a bien choisi cette histoire de reconnaissance, parce que moi, quand Gaël vous avez parlé du monsieur, je l'ai reconnu. Je sais qui c'est, je l'ai déjà vu. Donc ça marche, moi je l'ai reconnu. Non, ça vous fait marrer, hein? Moi je sais qui c'est. Et c'est exactement ça, cette histoire de reconnaissance. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'exilé, du réfugié ou pas du réfugié, il y a quelqu'un. Et c'est ça la reconnaissance. C'est ce que tu as dit, Valentin. C'est la reconnaissance. Pour reprendre mes 3 temps de tout à l'heure, effectivement, un corps et un autre corps, est-ce qu'on le reconnaît, est-ce qu'on ne le reconnaît pas, est-ce que... Quelqu'un commence à nous parler, on voit déjà un petit peu qui c'est, d'où il vient. On l'a rencontré, on sait qui c'est, on l'a reconnu, ça y est, il n'y en a pas d'autre. Il est singulier. Il y a des histoires comme ça, il n'y en a pas deux. Des visages comme ça, il n'y en a pas deux. Des parcours comme ça, il n'y en a pas deux. C'est vraiment la reconnaissance de ce qui est individuel, unique. Et vous l'avez dit, tout à l'heure, ça vous a échappé, il ne peut pas travailler parce que son diplôme n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'il a ce diplôme, il a cette formation, etc. Sauf qu'évidemment, les gens du théâtre, du cinéma en Afghanistan, ils arrivent dans un pays où c'est déjà très difficile de gagner sa vie en tant qu'acteur ou artiste en France. Mais ils viennent avec un savoir-faire. Qu'est-ce qui va être reconnu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va leur prêter ou leur reconnaître en disant, c'est vrai, tu sais vraiment faire, tu vas pouvoir le mettre à contribution. Et c'est pour ça que ce mouvement, c'est un mouvement d'enrichissement. J'avais essayé de le dire au conseil municipal il y a un mois, mais je l'ai sifflé par la droite. Quand j'ai écrit... Non, mais il faut le dire, hein. Jean-Philippe se reconnaîtra, parce que j'avais osé dire que c'était des forces qui venaient enrichir le territoire, qui venaient créer peut-être des ressources, que peut-être là où on allait créer des accueils, il allait y avoir des lignes, peut-être que l'Ingolsheim ou d'autres patelins qui ne veulent pas accueillir des personnes vont peut-être avoir des lignes supplémentaires à l'EMS parce qu'il va y avoir des personnes accueillies. C'est une richesse. Et vous disiez, ils ont tout perdu. Eh bien moi je vais finir, ce sera ma dernière phrase, je reprendrai un peu la parole. On peut offrir, en venant quelque part, y compris ce qu'on a perdu et ce qu'on n'a plus. Merci Dominique pour cette belle intervention et ce beau propos conclusif. Je pensais à un mot en vous entendant chacun parler. Je pensais au mot de Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe français du XXe siècle, qui a eu une importance considérable. Il avait ce mot, il disait « rencontrer le visage d'autrui, c'est ne pas même voir la couleur de ses yeux. C'est ne pas lui demander son identité, ses papiers d'identité. »
Au fond, on rencontre un visage autrement que dans un contexte social ou dans un contexte juridique ou politique. Rencontrer quelqu'un, c'est le rencontrer hors de tout contexte social, politique ou identitaire. Alors voilà, dernière question, qui est une question, vous remarquerez, un petit peu philosophique. Quid de l'humanité de l'autre homme lorsqu'on travaille dans l'associatif, lorsqu'on est sociologue, lorsqu'on est psychiatre, voilà, quid de cette humanité-là d'avant tout papier d'identité. Voilà, on ne demande pas les papiers à quelqu'un avant de le rencontrer. Le rencontrer, c'est peut-être ne pas même voir la couleur de ses yeux. C'est-à-dire, au fond, c'est rencontrer une demande. C'est pas rencontrer un statut ni une position sociale. C'est rencontrer une demande ou peut-être même un désir. Ce désir même d'entrer en contact avec l'autre. Donc voilà, je ne sais pas ce que des membres associatifs peuvent dire de ça, je ne sais pas ce qu'une sociologue ou un psychiatre peut dire de ça, mais en tous les cas, ce sera ma dernière question, ou en tous les cas, ma dernière invitation à parler. Oui, alors dans l'associatif, malheureusement, on est souvent encore conditionné par les règles que mettent les politiques. Elisabeth en parlait pour ces deux associations. À l'association Foyer Notre-Dame, c'est pareil, on est conditionné effectivement par les politiques publiques, mais une fois la personne accueillie, accompagnée chez nous, bien sûr, là, on peut redonner toute sa place à sa singularité, à son humanité. C'est un travail qui peut être fait à plusieurs niveaux. C'est un accompagnement global, social, de l'animation, juridique, pour lui permettre de mettre en mots ce qu'elle a vécu, sans prendre la place des psychiatres, des psychologues, mais c'est une condition de la demande d'asile. Mais cette procédure à la fin de laquelle finalement elle n'est plus que réfugiée, elle peut quand même être utile pour qu'au moins soit reconnu ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas son identité, ce n'est pas toute son identité, mais au moins cela a été reconnu. Et d'ailleurs, ce n'est pas reconnu pour tout le monde, hein, puisqu'il y a des déboutés de la demande d'asile. L'année dernière, l'OFPRA a reconnu à peu près... accorder une protection à peu près 26% des personnes. Donc, toutes ces autres personnes, elles ont été niées parfois dans leur identité, parce que les motifs de refus d'une demande d'asile, ça peut commencer par être « on ne croit pas que vous venez de telle région, on ne croit pas que vous êtes de cette ethnie, on ne croit même pas que vous venez de ce pays ». Donc là, c'est vraiment toute l'identité qui est remise en question. En fait, là, justement, le statut de réfugié ou la protection, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'elle a vécu. Parce qu'elles sont obligées de justifier tout ce qui leur est arrivé, tout ce qui leur est arrivé pendant le voyage, tout ce qui leur est arrivé avant, et de donner des fois des détails vraiment très intimes. Et c'est aussi ne pas nier ce qu'elles ont vécu. C'est ça, c'est ce qu'elles demandent aussi, c'est que on les croit, juste sans avoir à se justifier et sans avoir à montrer des photos, à montrer des messages. Donc voilà, c'est juste être cru et et accepter ce qu'elles disent. Moi, j'avais promis que je dirais plus rien. Mais peut-être que je suis un menteur. Tu veux dire quelque chose sur Dominique ? Oui, je peux pas. Je vous laisserai le dernier mot si vous le voulez bien, mais je peux pas m'empêcher de rebondir sur ce qu'on vient d'échanger. Effectivement, la question de Valentin, tu disais finalement c'est quoi le trait commun à l'humanité qu'on attrape. Alors j'ai presque envie de dire que tu es presque guéri. Parce que tu as posé la question sous la forme de se rencontrer, d'humanité, notre singularité. Alors tu viens doucement, là. On se parle, on dit ce qu'on est.
et puis tu as lâché le gros mot, tu as dit, on se demande quelque chose. Il y a peut-être un désir. Ah, ça y est, il est prêt. Peut-être que ce philosophe est en train de faire sa mutation et que peut-être un jour il va entendre quelque chose à la psychanalyse. Je ne désespère pas. Qu'effectivement il y a une rencontre. Peut-être. Non, mais il ne faut pas échapper qu'il y a un désir là-dessous. Et que mutuellement, quand on se rencontre, celui qui vient, celui qui reçoit, eh bien, ils échangent qu'ils ont tous les deux des désirs, quoi. Et ce n'est pas honteux d'avoir envie de venir dans un pays pour sauver sa vie ou d'avoir besoin de justifier. On vient parce qu'on est là, point. Et que quelque chose nous y a poussé, que quelque chose nous pousse à aller vers l'autre, eh c'est ça le consubstantiel humain, dans les associations, dans la médecine. Il y a quelque chose qui nous meut au-delà de nous, alors la foi, la croyance, l'éthique, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, puisqu'on est au bon endroit pour le dire, au-delà de nous, qui nous amène les uns vers les autres. Et qui font de nous, finalement, à la fin, les uns des autres. Et pour reprendre l'exemple afghan des générations suivantes qui sont venues d'Afghanistan, hein, un jour, à quelques centaines de mètres ici, un Afghan qui était venu pour sauver sa vie, qui était parti d'Afghanistan, est venu mourir à Strasbourg, un soir de marché de Noël, avec 4 autres, et il était devenu, peut-être plus que jamais au moment de sa mort, un Strasbourgeois. Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout ça que ça vient nous raconter, cet échange de paroles. J'y pense maintenant, parce que je n'y ai pas trop pensé quand j'ai traversé le Temple Neuf tout à l'heure, mais c'est ça qui vient faire le lien, je pense, entre ce qui s'est passé il y a 4 ans, ce qu'on a vécu, et peut-être ce qu'on échange aujourd'hui. Et ça, pour le coup, ce sera vraiment au mot de la fin. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot conclusif. On va peut-être laisser le public s'il y a des questions. Il faut qu'on arrête. Donc il n'y aura pas de questions, je suis navré. On en parlera dans le moment de convivialité qui est prévu. Si vous voulez, on pourra échanger tous ensemble. Je remercie tous mes camarades, mes amis et tous les participants qui ont participé à cette table ronde qui était très très belle, qui a laissé pendant un temps la place à l'autre, au tout autre, à l'exilé et aux réfugiés. Et je vous souhaite un très bon samedi après-midi. Encore une fois, merci de votre présence à chacun et à chacune, et à très bientôt. Merci à tous, encore une fois, et simplement peut-être rappeler la phrase d'Albert Schweitzer en conclusion et en transition vers le moment de la soupe étoilée avec Humanis et offert par l'Église du Temple Neuf. Je suis vie qui veut vivre au milieu de vie qui veut vivre. Albert Schweitzer, le philosophe de l'éthique du respect de la vie. Et donc aussi vous rappelez qu'à 18h30, nous retrouvons nos musiciens pour un concert interculturel, interhumain, dont le titre est Nous autres. Donc on compte vraiment sur vous pour ce moment aussi de dialogue entre les musiques et les textes. Et à tout à l'heure, et merci encore à tous.